vapeur, liquide et glace. Nous avons un axe de rotation, c'est-à-dire nous avons notre moment cinétique qui nous permet de ne pas avoir une face grillée et une face gelée. Jupiter qui est à côté, qui fait le ménage, qui capte la plupart de toutes les saloperies qui pourraient nous tomber dessus maintenant. Nous avons un gros satellite, la Lune, qui joue un rôle de stabilisateur, ce qui veut dire que sinon la Terre ferait danse du ventre, ou un mouvement de toupie pour être plus correct. Nous avons une configuration plaque tectonique, c'est-à-dire océan-continent, qui est due à un très gros noyau, lequel gros noyau a été communiqué par le choc avec plusieurs planètes qui n'existent plus maintenant, et ces plaques tectoniques, en se frappant, en se choquant l'une à côté de l'autre, créent des montagnes, donc des vallées, donc de la biodiversité. Donc on est pistonné. Voilà, j'en ai terminé, et je dis un grand merci à Alexandre Morbidelli qui m'a dit tout ce qu'il fallait vous dire. Vous allez voir que le Soleil a un mouvement très particulier. Vous voyez les planètes qui tournent autour du Soleil. Appuie sur le micro là. Pourquoi ça? Voilà, marche. Si, c'est bon. Alors vous allez voir ce qui se passe, c'est assez curieux et vous allez avoir peur tout de suite. Le Soleil file à 70 000 km à l'heure et vous allez voir ce que ça donne, si ça veut bien s'enclencher. Voilà, voilà le Soleil qui file avec les planètes qui tournent et qui ont des mouvements cycloïdales. Vous voyez que la mécanique céleste est extrêmement compliquée et les mouvements du Soleil dans un repère absolu, si tant est que ça puisse exister dans l'univers, ça nous donne ceci. Voilà, bon, enfin, que ça va durer longtemps, donc... Bon, est-ce que vous avez des questions? Allez, n'hésitez pas, on va faire circuler le micro. Non, mais il faut l'interroger, hein. Il n'est pas question qu'il s'en sorte comme ça. Vous passez le micro. Où se trouvaient les planètes rocheuses quand Jupiter a fait son mouvement de va-et-vient près du Soleil? Est-ce que les planètes rocheuses comme la Terre étaient devant Jupiter ou à un moment donné c'était sur les mêmes orbites? C'est-à-dire que, pour rester dans mon timing, j'ai un peu sauté. Je vais arrêter. Comment je fais pour arrêter? Je ne sais pas. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que, en fait, le nuage primitif contenait du gaz et de la mélasse, si vous voulez, et des roches. Donc, le gaz est parti toujours par le moment cinétique, est parti vers l'extérieur, alors que les roches qui avaient une masse beaucoup plus importante sont restées près de l'étoile. C'est la raison pour laquelle toutes les planètes rocheuses sont toutes concentrées près de l'étoile. Et donc, Jupiter, lui, lorsqu'il a décroché pour plonger vers le Soleil, il a d'une part créé un sillon qui a été comblé par Saturne, donc à un moment donné, ces deux planètes ont fait une espèce de course, et Jupiter a poussé tout l'ensemble vers le Soleil. Et lorsque Saturne, avec la résonance 3,2, a retiré Jupiter, tous les planétésimaux qui étaient à côté des planètes rocheuses ont été emportés, en sorte que la planète Mars n'a pas eu le temps de se constituer comme la Terre. Et donc est resté dans une petite... Il n'y avait plus assez de matière? Il n'y avait plus assez de matière, et par conséquent, la gravitation de Mars n'a pas pu retirer suffisamment une atmosphère, et donc il n'y a pas pu avoir de vie, et puis voilà la suite du système. Donc lorsque on découvre des exoplanètes à l'extérieur, les planètes rocheuses, comme on l'a vu sur le tableau là en couleur, sont toutes du côté de l'étoile. Et les planètes gazeuses sont toutes de l'autre côté. Et alors après, il y a des planètes qui se sont paumées. Alors ça, on ne sait pas. Je vous ai dit, il y a deux thésards qui cherchent, qu'ils en ont trouvé une, qui en cherchent une autre. Et ils essaient de reconstituer les anneaux parce que Braic avait découvert, enfin c'était pas Braic, c'était Cécile Ferrari qui était venue ici, qui a découvert, c'était sur Uranus, non? Les anneaux de Neptune. De Neptune, oui.
Liberté, égalité, fraternité, s'il vous plaît. Non, c'était le C de Cécile. Il a publié. Ils ont trouvé un quatrième. Combativité. Vous avez d'autres questions? Moi j'en ai une. Tu as dit que le grand bombardement tardif était la preuve de la migration des planètes. Oui. Est-ce à dire qu'il s'est produit au moment de la résonance résonance Saturne-Jupiter? C'est lui qui a semé la panique. Il s'est produit assez précisément à 3,9 milliards d'années, et c'est ce qui a permis c'est la conséquence de la migration des deux planètes, Jupiter et Saturne. Parce qu'Uranus et Neptune sont restés un peu à l'écart du phénomène. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Ah, mon cher Guillaume, je t'avais pas remarqué. Ça, c'est la colle. Alors, attention, Bernard. Là, je sais pas, je vais pas tu es prêt, là, faut te... Ah non. Concentre-toi. Est-ce qu'on peut savoir approximativement de quelle zone vient la météorite de Chicxulub? Quelle De la ceinture. Est-ce que la météorite de Chicxulub vient par exemple de la ceinture de Kuiper? Non, ça on ne sait pas. Non, c'est vraisemblablement. Attends, c'est facile à trouver. Non, elle ne vient pas de Kuiper. Elle ne peut venir que de la ceinture principale qui se trouve entre Mars et Jupiter. Alors on l'a trouvée d'une façon. On ne savait pas où elle est. On savait qu'il y avait une grosse météorite qui avait percuté la Terre, mais on ne savait pas bien où. Alors on a fait, là où on a trouvé toute cette ligne à la frontière KT, c'est-à-dire des périodes crétacées et tertiaires, on a fait des carottages et on s'est aperçu en fonction de la densité d'iridium, on a trouvé à peu près que ça se trouvait entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, mais on ne savait pas plus. Et comme le golfe du Mexique actuel est une zone qui est très pétrolifère, il y avait en permanence des recherches qui étaient effectuées, notamment avec des avions renifleurs, qui cherchaient oui, je peux rien, c'est pas moi qui l'ai piloté, hein. C'était du temps de Giscard d'Estaing, il y avait autre chose. Et donc, ils ont réussi à trouver un cercle et à le localiser assez précisément, et la météorite s'est enfoncée à 100, je ne me rappelle plus combien, le cratère faisait 190 km de diamètre, et elle a creusé la Terre, je ne me rappelle plus exactement, mais je crois que c'est du 5 ou 6 km, donc c'était un choc énorme. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, quand la NASA a dit qu'il y avait 10 000 bombes Hiroshima, ça ne veut rien dire, ça veut dire que le choc a refait remonter de la poussière, qui a créé un nuage qui progressivement a entouré toute la Terre. Il y a eu une nuit qui a duré 18 mois. Et donc, la nucléosynthèse, c'est-à-dire là actuellement on voit le printemps, les fleurs, les petits oiseaux, ne pouvait pas se produire, et donc tous les herbivores ont crevé. Et comme 90% des dinosaures étaient herbivores, ils ont crevé. Et il n'y a que les tout petits qui ont réussi à survivre, et notamment ceux qui bouffaient les cadavres des autres, et qui sont nos véritables ancêtres. C'est-à-dire qu'on voit les premiers mammifères qui ont commencé à grandir à partir de cette époque. Et alors ce qui est marrant, je ne l'ai pas dit, j'ai oublié de le dire, c'est qu'on trouve assez souvent, c'est assez facile, étant donné qu'on sait maintenant que la durée était à 65 millions, il y a 167 millions d'années, au point de vue sédiment, ça correspond à 18 mètres. Ce qui veut dire que si on creuse la Terre de 18 mètres, on est presque sûr de trouver, mais il faut aller dans la campagne, parce qu'avec les villes, c'est pas possible, on trouve cette couche. J'ai essayé de corrompre quelqu'un pour acheter, j'y suis pas arrivé. On la voit en France, sur la côte basque. On la voit partout. Près de Bidart, elle est apparente. C'est une ligne rougeâtre. Si vous avez le courage, à la frontière donc espagnole, vous pouvez voir cette couche cathée à marée basse. Il y a des guides d'ailleurs qui vous emmènent la voir. Alors ce qui est très curieux, c'est que lorsqu'on a une grande faille, ça existe en Irlande notamment, c'est là où on l'a vu pour la première fois,
En deçà de cette ligne, on voit des fossiles d'une certaine forme. Et au-delà, on ne voit plus rien. C'est de là qu'on dit qu'il y a eu une extinction. Et encore plus haut, on voit des fossiles qui ne ressemblent pas du tout aux précédents, c'est-à-dire il y a eu des nouvelles espèces. Alors, il y a des livres qui ont été écrits là-dessus, c'est un roman policier extraordinaire. Les deux personnes qui ont trouvé ça, ils ont trouvé ça dans l'Italie du centre, dans une ville qui s'appelle Gubbio, et les gens s'appelaient Alvarez, père et fils, et ils ont eu tous les deux le prix Nobel à la suite de cette découverte. Ah ben, Comment? prix Nobel de physique? Non. Je sais pas, j'ai pas un diplôme, je peux pas te dire. Hein. Quand on faisait une classe d'astronomie au collège Blaise Pascal, il y a un élève qui a levé le doigt, après il est venu me voir, il m'a dit qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le prix Nobel. Je dis, ils sont bons en maths et en physique. Je te dis pas plus.